Souvenez-vous de février 2022. Le monde entier retenait son souffle. En réponse à l'invasion de l'Ukraine, l'Occident a décidé de frapper fort. Très fort. On a parlé de l'arme nucléaire financière. Les États-Unis et l'Europe ont débranché la Russie du système SWIFT. Ils ont gelé les réserves de la Banque centrale. Ils ont banni les grandes banques russes des marchés internationaux. La promesse était claire, brutale et sans appel. L'économie russe allait s'effondrer. Le rouble devait devenir, selon les mots de Joe Biden, des décombres. Les distributeurs de billets devaient se vider, les magasins devaient fermer, et l'industrie russe devait s'arrêter, faute de pouvoir payer ses fournisseurs étrangers. On nous avait vendu l'apocalypse économique. Et pourtant, regardez la réalité de 2025. Les magasins à Moscou sont pleins. Les usines tournent, parfois même en 3 à 8. Le rouble, bien que secoué, existe toujours. Et le pétrole russe continue de s'écouler aux 4 coins de la planète. Comment est-ce possible ? Comment un pays, coupé des artères vitales de la finance mondiale, coupé du dollar, coupé de l'euro, peut-il continuer à respirer ? Est-ce de la magie ? Non. C'est de la mécanique. Une mécanique complexe, opaque et fascinante. La vérité, c'est que la Russie n'a pas seulement encaissé le coup. Elle a totalement réinventé sa façon de manipuler l'argent. Elle a construit, dans l'ombre, un système parallèle. Elle a utilisé ce qu'on appelle la souveraineté monétaire, non pas comme un outil économique classique, mais comme un bouclier de guerre. Dans les minutes qui vont suivre, vous allez découvrir les secrets de cette résilience inattendue. Vous allez comprendre comment Moscou a transformé le yuan chinois, les crypto-monnaies, les valises de billets et les nouvelles technologies bancaires en armes pour contourner le plus grand blocus de l'histoire moderne. Préparez-vous à entrer dans les coulisses de la finance de l'ombre. Pour comprendre comment la Russie a survécu, il faut d'abord comprendre ce qu'on lui a enlevé. Et pour cela, il faut définir un terme que les économistes adorent, mais que le grand public connaît mal. La souveraineté monétaire. Imaginez que le système financier mondial soit une immense autoroute. Cette autoroute a des péages, des stations-service et des caméras de surveillance. Jusqu'à récemment, cette autoroute appartenait presque exclusivement aux États-Unis. La monnaie de péage, c'était le dollar. Le système de signalisation, c'était le réseau SWIFT. Avant la guerre, la Russie roulait sur cette autoroute comme tout le monde. Elle vendait son gaz en dollars, elle payait ses importations via des banques new-yorkaises ou londoniennes. Elle était riche, mais elle était dépendante. La souveraineté monétaire au sens strict, c'est la capacité d'un État à émettre sa propre monnaie. C'est le droit d'imprimer des billets. Mais au XXIe siècle, cette définition ne suffit plus. La vraie souveraineté aujourd'hui, ce n'est pas juste d'imprimer des billets. C'est la capacité de faire circuler cet argent. C'est la maîtrise des tuyaux. Quand les sanctions sont tombées, l'Occident a fermé les barrières de péage. Il a dit aux banques russes « Vous ne passez plus par ici ». Concrètement, si une entreprise russe voulait acheter des pièces détachées en Allemagne, elle ne pouvait plus faire de virement. Le message électronique qui dit « J'envoie l'argent », ce fameux message SWIFT, était bloqué. À ce moment-là, la Russie avait 2 choix. Soit elle s'arrêtait sur le bas-côté et attendait la mort économique, soit elle construisait en urgence sa propre route à travers la forêt. Une route plus chaoteuse, plus dangereuse, plus lente, mais une route libre. C'est exactement ce qu'ils ont fait. La Russie a mobilisé sa souveraineté pour créer un écosystème où elle décide des règles. Elle a décidé que si le dollar était une arme pointée contre elle, alors elle n'utiliserait plus le dollar. Elle a décidé que si les banques occidentales fermaient leurs portes, elle passerait par la fenêtre. Ou par la cave. Mais comment construit-on un système financier mondial alternatif en quelques mois, là où l'Occident a mis 70 ans à bâtir le sien ? C'est là que l'histoire devient technique et, il faut le dire, assez ingénieuse. Entrons maintenant dans le moteur de la machine russe. Comment contourne-t-il concrètement les sanctions ? La stratégie repose sur 4 piliers, 4 jambes qui soutiennent l'économie de guerre. Le premier pilier, c'est la plomberie interne. Dès 2014, après l'annexion de la Crimée, la Banque centrale de Russie avait senti le vent tourner. Elle savait que le SWIFT pouvait être coupé. Alors elle a créé son propre clone. Son propre système de messagerie financière, appelé le SPFS. C'est moins performant que SWIFT. C'est plus lent. Ça ne marche que pendant les heures de bureau en semaine, mais ça marche. Ça permet aux banques russes de se parler entre elles sans que Washington ne puisse écouter la conversation. En parallèle, pour que les citoyens russes puissent continuer à vivre, ils ont massivement déployé le système de cartes Mir. Quand Visa et Mastercard ont débranché la Russie du jour au lendemain, des millions de Russes auraient dû se retrouver incapables de payer leur café. Mais grâce à Mir, le relais a été pris instantanément pour les paiements domestiques. C'est la première victoire de la souveraineté, garder le contrôle sur les transactions intérieures. Le deuxième pilier, c'est le changement de carburant. Si on ne peut plus utiliser le dollar, utilisons autre chose. La Russie a opéré un pivot historique vers l'Est.
Aujourd'hui, Moscou ne regarde plus vers New York, mais vers Pékin et New Delhi. Les échanges se font désormais en monnaie locale. La Russie vend son pétrole à la Chine, elle se fait payer en yuan. Elle vend à l'Inde, elle se fait payer en roupies ou en dirhams des Émirats. C'est une révolution silencieuse. Les entreprises russes et chinoises ouvrent ce qu'on appelle des comptes miroirs. Imaginez une banque en Russie et une banque en Chine qui tiennent des registres correspondants. L'argent ne traverse pas vraiment la frontière via le réseau occidental. C'est un jeu d'écriture comptable directe, hors de portée des régulateurs américains. Le dollar est tout simplement effacé de l'équation. Le troisième pilier est technologique. C'est le pari du futur, la monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC. La Russie développe à marche forcée le rouble numérique. Attention, ne confondez pas cela avec l'argent que vous avez sur votre compte en ligne. Le rouble numérique est une monnaie programmable, tracée et émise directement par la banque centrale, sans passer par les banques commerciales classiques. Pourquoi est-ce crucial pour contourner les sanctions ? Parce que cela permet des paiements transfrontaliers directs. Avec le rouble numérique, la Russie espère pouvoir envoyer de l'argent à la Chine ou à l'Iran instantanément, sans passer par le réseau SWIFT, sans passer par des banques correspondantes qui pourraient avoir peur des sanctions américaines. C'est un tunnel digital, crypté et souverain. Et enfin le quatrième pilier, le plus sombre, le plus opaque. C'est le retour aux méthodes de l'ancien monde mixé avec le cyberanarchisme. D'un côté, la Russie a légalisé l'usage des cryptoactifs pour le commerce international. Des entreprises russes utilisent des stablecoins, comme le Tether, pour payer des importations sensibles. C'est ironique, non ? La Russie utilise une crypto-monnaie adossée au dollar pour contourner le système dollar. De l'autre côté, on assiste au retour des réseaux informels, type Hawala, des systèmes basés sur la confiance, sur la parole donnée, où l'argent est compensé entre des agents de change à Istanbul, Dubaï ou Hong Kong, sans jamais toucher le système bancaire officiel. On utilise aussi l'or physique. Des avions chargés de lingots ou de cash circulent pour régler des dettes que les virements ne peuvent plus honorer. C'est un mélange hétéroclite de très haute technologie et de méthodes médiévales, mais l'objectif est atteint, les marchandises circulent. Mais attention, il ne faut pas être naïf. Si ce tableau semble dresser le portrait d'un génie stratégique, la réalité est beaucoup plus nuancée. Cette mécanique de contournement a un coût exorbitant. La Russie a réussi à maintenir son commerce, c'est vrai. Mais à quel prix ? Chaque transaction hors du système classique coûte plus cher. Il faut payer des intermédiaires douteux, il faut payer des commissions de change élevées pour convertir des roupies en yuan, puis des yuan en roubles. On estime que les coûts de transaction pour les entreprises russes ont explosé de 5, 10, parfois 20%. C'est une taxe de contournement qui pèse lourdement sur l'économie. De plus, ce système crée une nouvelle dépendance. En fuyant la dictature du dollar, Moscou se jette dans les bras du yuan. La Russie devient, de fait, vassale économique de la Chine. Elle accumule des milliards de yuans et de roupies dont elle ne sait parfois pas quoi faire, car ces monnaies ne sont pas aussi facilement convertibles que le dollar. Il y a des cas où des pétroliers russes sont bloqués au large de l'Inde, car les mécanismes de paiement grippent. Et puis, il y a l'opacité. En poussant les flux financiers vers l'ombre, vers la crypto, vers les réseaux informels, l'État russe perd lui-même une partie de sa visibilité. C'est le paradoxe. Pour sauver sa souveraineté face à l'extérieur, l'État encourage un système qui favorise le marché noir à l'intérieur. La corruption, le blanchiment et les mafias prospèrent toujours dans les zones grises. La question qui se pose alors est vertigineuse. Et si la souveraineté monétaire, telle que la Russie l'applique aujourd'hui, n'était pas seulement un outil de résilience ? Et si c'était le début d'une fragmentation totale du monde ? Nous ne sommes plus dans un monde globalisé. Nous sommes en train de voir émerger deux blocs financiers distincts. Un bloc occidental, transparent, régulé, basé sur le dollar. Et un bloc de l'Est, opaque, fragmenté, basé sur le troc, l'or, les cryptos et le yuan. La Russie ne fait pas que se défendre. Elle est le laboratoire, le crash-test grandeur nature d'une économie déglobalisée. Elle prouve au reste du monde, aux pays émergents, qu'il est possible de vivre sans le dollar. C'est douloureux, c'est cher, c'est compliqué, mais c'est possible. Et cette démonstration peut être, à long terme, plus dangereuse pour l'hégémonie américaine que n'importe quel missile. Alors, que devons-nous retenir de cette immense expérience monétaire ? La Russie a prouvé que la finance n'est pas neutre. Elle a prouvé que la monnaie est une arme et que la souveraineté sur cette monnaie est le bouclier ultime. Elle a démontré qu'avec suffisamment de volonté politique et une absence totale de scrupules à utiliser des circuits parallèles, un État moderne peut résister à un siège financier. Les sanctions font mal. Elles ralentissent le développement. Elles appauvrissent la population sur le long terme en limitant l'accès aux technologies. Mais elles ne tuent pas le régime instantanément.
Pas quand on a du pétrole, de l'or et des amis comme la Chine. Cependant, ce système de survie repose sur des compromis terribles. Moins de transparence, plus de risques et une dépendance accrue envers de nouveaux maîtres. La Russie n'est pas devenue libre financièrement. Elle a simplement changé de banquier. Cela nous amène à la question finale, celle qui vous concerne directement. Nous entrons dans une ère où l'argent se politise, où votre carte bancaire, votre crypto-monnaie, votre monnaie numérique de banque centrale deviennent des outils géopolitiques. Maintenant que vous savez comment un État contourne les règles mondiales, demandez-vous qui devrait décider du futur de notre système financier. Est-ce que ce sont les États qui l'utilisent comme une arme de guerre? Les banques centrales qui surveillent tout? Ou est-ce que des technologies décentralisées, comme la crypto, offrent une troisième voie? La bataille pour le contrôle de la monnaie ne fait que commencer. Et ce qui se passe à Moscou aujourd'hui préfigure peu être ce qui se passera dans votre portefeuille demain. Si vous voulez continuer à comprendre les coulisses invisibles du système financier mondial, si vous voulez savoir ce qui se cache derrière les discours officiels, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de soutenir ces enquêtes. Et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire. Est-ce l'ingéniosité technique de la Russie pour contourner les sanctions? Ou le silence relatif des médias sur l'émergence de ce système financier parallèle? J'ai hâte de lire vos avis. À très vite.